Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une transformation économique qui, honnêtement, défie pas mal d'idées reçues sur le développement national. Ouais, complètement. Le point de départ de notre exploration, c'est l'évolution assez spectaculaire d'une nation ouest-africaine, le Bénin. Et pour ça, on se base sur un document stratégique ultra précis. C'est un texte qui s'intitule Plus loin, ensemble. C'est le programme Wadani Talata pour être exact. Voilà, c'est ça. C'est un programme politique très exhaustif qui dessine une vision de gouvernance pour la période allant de 2026 à 2033. Et là, avant d'aller plus loin, je pense qu'il est absolument crucial de poser un cadre strict pour ceux qui nous écoutent. Je suis tout à fait d'accord. Vas-y. Le but de notre analyse d'aujourd'hui, c'est en aucun cas de valider, d'endosser ou de critiquer une ligne politique. On applique vraiment une grille de lecture purement analytique et objective. L'exercice, ça consiste à décortiquer la mécanique intellectuelle, économique et sociale qui est proposée par ce texte. Exactement. Comprendre comment toutes ces politiques publiques sont censées s'emboîter sur le papier sans la moindre prise de position partisane de notre part. C'est une précision super importante. Notre mission, c'est véritablement de comprendre l'ingénierie derrière les idées qui sont présentées. Et pour bien planter le décor, il faut regarder d'où part de ce document, parce que les chiffres fournis dressent le portrait d'une décennie de transformation macroéconomique qui est, disons-le, assez spectaculaire. Les données du document établissent une base de départ qui est très claire. En l'espace d'une dizaine d'années, le taux de croissance du Bénin est passé de 1,8% en 2015 à une projection d'environ 8% pour 2025. 8%, c'est un bond quantitatif énorme. C'est un bond majeur, ouais. Et parallèlement à ça, le budget de l'État a pratiquement triplé. Il est passé de 1200 à plus de 3500 milliards de francs CFA. Ah ouais, quand même. Et un fait particulièrement notable, surtout dans un contexte économique mondial qui est souvent marqué par le surendettement, la dette publique est affichée comme étant maîtrisée à 53,2%. Ce qui reste bien en deçà des normes d'alerte dans la région, en fait. Tout à fait. Donc, on a un paysage macroéconomique qui a été stabilisé de manière assez agressive. Les fondations physiques sont posées. Les sources mentionnent, par exemple, la construction de 3000 km de routes bitumées pour relier les territoires. Ouais. Mais la grande question qui traverse tout ce texte, sa véritable raison d'être, c'est de savoir comment transformer cette croissance nationale, qui reste un concept un peu abstrait pour le citoyen moyen, tu vois, en opportunité individuelle tangible. Bon, décortiquons un peu tout ça. C'est exactement là que le document opère un basculement stratégique majeur. Pendant 10 ans, la politique a consisté à stabiliser l'ensemble du territoire avec de grandes infrastructures. D'accord. Mais maintenant, le texte propose de ranger cette approche un peu mur à mur, identique partout, pour passer à une stratégie de développement ultra-localisée. Ils appellent ça les 6 pôles de développement territorial. C'est super intéressant comme approche. C'est un peu comme si, pendant des années, on avait utilisé un objectif grand angle sur un appareil photo pour capturer tout le paysage macroéconomique. Ouais, c'est une bonne image. Et qu'aujourd'hui, on proposait de visser un objectif macro pour vraiment zoomer sur des atouts hyper spécifiques de chaque région. L'analogie photographique est parfaite, vraiment. Il ne s'agit plus de dire on va industrialiser le pays de manière générique. L'idée, c'est d'ancrer le développement dans les avantages comparatifs réels de la géographie locale. Donc on fait du sur-mesure. Exactement. Chaque pôle est pensé autour de 4 piliers fondamentaux. Il y en a 3 qui sont communs à tous, l'innovation, le tourisme et un socle d'infrastructures couplé au capital humain. Et le quatrième ? Le 4e pilier, c'est une industrie spécifique au pôle. Elle est choisie en fonction de ce que le sol, le climat ou la géographie locale offrent naturellement. Les sources illustrent ça super bien avec l'exemple du pôle Atlantique littoral. C'est un véritable concentré d'ambition, ce truc. Ah oui, c'est un cas d'école. D'un côté, on a la zone industrielle de Glodiche Bay, la fameuse GDIZ, qui est présentée comme ayant déjà généré 20 000 emplois directs. Ce qui est massif. C'est clair. Mais l'approche s'arrête pas à l'usine. Cette zone, elle est interconnectée avec ce qu'ils appellent l'économie bleue, donc la pêche moderne, la logistique portuaire, et on y ajoute un moteur purement intellectuel avec le campus d'innovation Semecity. Ouais. Mais comment tout ça est censé communiquer en fait ? Ça a l'air super complexe à gérer. Ce qui est fascinant ici, c'est la structure de gouvernance qu'ils ont imaginée pour orchestrer cette synergie. Le document détaille la création d'agences régionales de développement. Les ARD. Voilà. Le but, c'est de piloter chaque pôle. C'est une volonté très claire de décentraliser l'exécution, mais tout en gardant une cohérence nationale. Et le ciment de tout ça, c'est la technologie. Bien sûr. Le texte ne voit pas du tout le numérique comme un secteur à part. Il le voit comme le système nerveux de ces pôles. Des data centers, un maillage en fibre optique, tout ça, c'est censé garantir que les recherches en intelligence artificielle menées à Semecity
puisse, je sais pas, optimiser les rendements agricoles du pôle situé dans le nord du pays, par exemple. Sauf que, en lisant entre les lignes, il y a une évidence qui s'impose. Construire une usine ultra-moderne ou un port hyper connecté, ça n'a absolument aucun sens si les personnes qui sont censées y travailler sont malades, sous-alimentées ou manquent de formation. C'est le nerf de la guerre. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième grande dynamique du texte. C'est l'idée de construire une architecture sociale protectrice, vraiment étape par étape. La logique décrite est en effet très séquentielle. Une fois que le capital infrastructurel est posé, paf, la priorité bascule sur le capital humain. Le programme détaille un suivi de l'individu qui commence littéralement avant la naissance et qui se poursuit jusqu'à l'entrée dans la vie active. Waouh, avant la naissance carrément? Ouais. Sur le plan sanitaire, par exemple, on note la construction du Centre hospitalier international de Calavi, le CHIC. Mais au-delà du béton, c'est la ressource humaine l'indicateur clé. Le texte souligne le passage de 5 à 12,5 soignants pour 10 000 habitants. C'est plus du double. Avec l'ambition de démultiplier encore ces formations, ouais. Et il y a cette insistance assez forte sur la prévention, notamment via l'initiative qu'ils appellent 1000 jours plus. L'idée, c'est que le développement cognitif et physique, il se joue dès la conception. Exactement. Et le programme relie cette étape précoce au gigantesque dispositif des cantines scolaires. Apparemment, ça distribue déjà 1,3 million de repas chauds par jour. C'est une logistique impressionnante. Et l'objectif, c'est d'atteindre 100% des écoles primaires publiques. Mais l'innovation ici, c'est de lier cette nutrition à un suivi numérique. Le texte parle d'un identifiant unique et d'un livret scolaire digital pour suivre vraiment chaque élève, de la maternelle jusqu'au premier emploi. Ouais. Un suivi à la trace pour garantir que personne ne passe entre les mailles du filet. Mais là, permets-moi de soulever un point de friction majeur. Promettre de digitaliser l'intégralité des parcours scolaires, garantir l'accès à l'eau potable dans 100% des écoles et des centres de santé, tout en multipliant les infrastructures locales. Je vois où tu veux en venir. Il n'y a pas un risque colossal de surchauffe administrative, là? Je veux dire, comment un État peut-il gérer une telle granularité d'informations au niveau de chaque élève et de chaque patient, sans s'effondrer sous le poids d'une bureaucratie paralysante ou juste perdre les données en cours de route? C'est clair que c'est le talon d'Achille historique de beaucoup de grands plans de développement. Cette incapacité d'exécution face à la complexité. Ouais, on l'a vu plein de fois. Mais la parade proposée par ce document, elle repose entièrement sur l'interopérabilité des bases de données. Le texte décrit la mise en place d'un registre national des ménages. D'accord. Et ce registre, il est intimement couplé à l'identification biométrique, le fameux numéro personnel d'identification, le NPI. Concrètement, comment ce fameux NPI empêche la machine de s'enrayer? Eh bien, en détruisant les silos administratifs. Dans un système classique, tu as le ministère de la Santé, qui gère ses propres dossiers, l'éducation a ses propres listes d'élèves, et les affaires sociales naviguent souvent complètement à l'aveugle avec des registres papier. C'est le chaos, ouais. Ici, le NPI unifie tout ça. Imagine une famille d'agriculteurs qui subit une perte de revenus parce qu'il y a eu une mauvaise récolte. Cette information, elle est captée. Ah, directement. Voilà, le registre national des ménages se met à jour dynamiquement et le système peut automatiquement déclencher des aides ciblées. Ça peut être la gratuité des soins ou des subventions scolaires et ça se fait directement via des plateformes de paiement mobile. Ce qui court-circuite complètement la lenteur administrative, hein. Exact, ça supprime les intermédiaires physiques, ça réduit la corruption potentielle et ça évite de disperser le budget. Le NPI, dans leur vision, c'est vraiment pensé comme l'outil d'optimisation par excellence. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette obsession pour la rationalisation technologique, elle balaye pas du tout les traditions. Au contraire. Non, c'est même tout l'inverse. Un des points les plus surprenants des sources, ça concerne la pharmacopée traditionnelle. Le programme ne cherche pas à l'éradiquer au profit exclusif de la médecine conventionnelle, il propose carrément de l'intégrer à l'économie formelle. C'est une démarche ultra pragmatique d'intégration économique. La médecine traditionnelle, c'est une réalité sociologique incontournable là-bas. Bien sûr, les gens l'utilisent tous les jours. Exactement. Alors plutôt que de la laisser opérer dans un secteur informel avec tous les risques sanitaires et l'absence de traçabilité que ça implique, le programme propose de créer une véritable filière certifiée. Et ça implique quoi concrètement, Sam? Ça veut dire injecter de la recherche et du développement. Ça veut dire établir des normes de production strictes, instaurer des contrôles qualité rigoureux et surtout mettre en place un mécanisme d'accréditation officielle pour les tradipraticiens.
C'est fou, c'est une professionnalisation totale. En somme, oui, il s'agit de transformer un savoir-faire empirique séculaire en une chaîne de valeur scientifique et industrielle qui soit même capable d'exporter. Et cette volonté farouche de formaliser ce qui était jusqu'ici totalement informel, ça nous amène très naturellement à la stratégie qui concerne les secteurs traditionnels de l'économie, l'agriculture et l'artisanat. Oui, de gros morceaux. Comment le programme prévoit-il de transformer des travaux qui sont souvent perçus comme de la pure subsistance en de véritables carrières attractives pour les jeunes? C'est tout le défi de la modernisation rurale. Pour l'agriculture, le document acte la nécessité absolue de passer d'un modèle de subsistance qui est entièrement dépendant de la pluie, en gros, à un modèle organisé, mécanisé et irrigué. Ce qui demande des investissements lourds. Absolument. Mais l'innovation la plus disruptive qui est proposée dans ce texte, elle réside pas dans l'achat de tracteurs. Elle réside dans une refonte totale du modèle social agricole. Ah, tu parles de ce fameux mécanisme de rachat des récoltes. Exactement. C'est un concept assez dense quand on le lit. Comment il fonctionne concrètement selon les sources? Le programme décrit un système de structuration des filières où la valeur de la production est répartie de façon super stratégique. En gros, quand un agriculteur vend sa production via les canaux officiels, une partie de la valeur constitue son revenu immédiat. Logique, l'argent de poche, tout de suite. Voilà. Une autre partie sert à rembourser les intrants, comme les semences ou les engrais que l'État a avancés. Mais, et c'est là l'innovation, une troisième fraction est captée par un mécanisme de rachat centralisé. Attends, une captation, c'est une taxe? Non, justement, c'est pas une taxe. C'est une cotisation automatique qui vient alimenter un fonds de prévoyance. Et ce fonds, il garantit à l'agriculteur une assurance contre les aléas climatiques et, surtout, il se constitue en capital pour lui verser une pension de retraite. Une retraite pour les agriculteurs. C'est une mécanique brillante quand on l'analyse de près. C'est exactement comme prendre un travailleur freelance du secteur informel qui est par nature extrêmement vulnérable au moindre choc climatique ou de santé et le transformer en un collaborateur qui bénéficie des avantages sociaux d'un grand groupe. C'est exactement l'idée, oui. On lui offre de la prévisibilité, une assurance, une retraite. Ça change radicalement la perception que la société a de cette profession. Absolument. Et cette même logique de montée en gamme, elle s'applique aussi à l'artisanat. Ah oui, les bases d'appui. C'est ça. Plutôt que de laisser chaque menuisier, chaque couturier ou tisserand se battre tout seul dans son coin pour essayer d'acquérir des machines qui coûtent une fortune, le programme prévoit l'installation de bases d'appui communales. C'est des sortes d'ateliers partagés? Oui. Voilà, ce sont de grands plateaux techniques mutualisés. Un artisan de quartier peut y aller, payer des tarifs très encadrés et utiliser des équipements de pointe. On parle de découpeuses laser ou de métiers à tisser industriels. Des trucs qu'il n'aurait jamais pu s'offrir autrement. Exactement. Et à ça s'ajoutent des ateliers d'excellence dont le but est vraiment de hausser les standards de finition pour pouvoir cibler le marché du luxe à l'international. On ressent d'ailleurs à travers ces mesures une ambition très très forte de valoriser l'identité béninoise et surtout de la monétiser à l'international. Oui, c'est très clair. Le document utilise l'exemple de la restitution des trésors royaux du Dang Sommet. Apparemment, ça a attiré plus de 220 000 visiteurs. Ils voient ça comme un véritable déclic psychologique et économique. Et si l'on relie cela à la vision globale du document, on comprend que la culture, l'artisanat et le patrimoine, c'est plus du tout traité comme du simple folklore ou du soft power diplomatique. Non, c'est devenu une vraie industrie. C'est des moteurs de croissance à part entière. L'objectif chiffré est d'ailleurs colossal. Le programme vise à doubler la part du tourisme dans le PIB pour atteindre 2,5 millions de visiteurs internationaux par an d'ici 2033. 2,5 millions, c'est ambitieux. C'est très ambitieux. Et une telle ambition repose sur la création de ce qu'ils appellent des villes et villages de splendeur et sur la structuration d'événements majeurs, comme le festival Vodun Days. Ah oui, les sources mentionnent que ça a déjà prouvé son potentiel en rassemblant près de 435 000 participants. Ouais, c'est un succès massif. Et pour s'assurer que cette valorisation culturelle touche aussi la jeunesse hyper connectée, il y a ce projet super intriguant de Content City. Ah, la Content City. Les sources décrivent une zone spéciale de plusieurs hectares qui est entièrement dédiée aux créateurs de contenu numérique, à l'industrie du jeu, vidéo et à l'intelligence artificielle. C'est très moderne comme approche. Il prévoit même la création d'un label Bénin Originals pour protéger et monétiser les œuvres. C'est carrément l'intégration de l'économie de l'attention au cœur de la planification d'État. C'est fascinant. Mais tu sais, toute cette ingénierie pose une condition sine qua non. Pour que l'agriculteur puisse développer son exploitation, pour que l'artisan puisse exporter, ou pour que le jeune développeur puisse lancer son studio à la Content City,
Il faut un accès au capital. C'est toujours le nerf de la guerre. Et il faut un environnement juridique qui soit prévisible. Et c'est ce qui nous amène à examiner ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie invisible de l'État, la refonte de la justice et de la finance. Le véritable système d'exploitation du pays, en somme. Exactement. Parce que, c'est vrai, sans accès au crédit et sans une justice qui protège les contrats, la plus belle zone industrielle du monde finit par stagner. Sur l'inclusion financière, le document rappelle que le taux est déjà passé de 69% à 90%, mais la promesse qui attire vraiment l'attention, c'est ce fameux projet de plateforme nationale de crédit en ligne. Oui, le texte propose de créer un écosystème numérique où tout citoyen, même s'il n'est pas bancarisé de manière traditionnelle, pourrait obtenir un crédit allant de 50 000 à 50 millions de francs CFA. Et ça, en moins de 48 heures. C'est rapide. Très rapide. Le changement de paradigme, il réside dans l'analyse du risque en fait. Elle se ferait plus uniquement sur la base de garanties matérielles classiques, comme un titre foncier, que la plupart des petits entrepreneurs n'ont pas de toute façon. Ouais, surtout dans l'informel. Voilà, ça se ferait via une analyse algorithmique de leurs données, les habitudes de paiement via mobile money, les factures d'électricité, les flux de revenus déclarés, etc. Bon, là, c'est le moment de jouer un peu l'avocate du diable. Octroyer des crédits en 48 heures directement sur des téléphones portables et en s'appuyant sur des algorithmes, dans un environnement où l'économie informelle reste super massive. Je sens poindre le scepticisme. N'est-ce pas la recette parfaite pour créer une bulle de surendettement technologique? On a vu dans d'autres pays les ravages de certaines applications de microcrédit, avec des taux usuriers qui plongent des populations entières dans des spirales d'endettement. Pourquoi ça serait différent ici, en fait? Le risque de surendettement prédateur est bien réel, on va pas se mentir. Et la réponse du document, elle est assez complexe. D'abord, l'État se positionne pas comme un simple observateur qui laisse faire le marché privé. D'accord. Il se place comme l'architecte et le régulateur strict de cette plateforme. Le texte mentionne un mécanisme de garantie publique pour absorber une part du risque. Ensuite, la stratégie vise un ciblage algorithmique prioritaire vers la production plutôt que la simple consommation. Donc on prête pour investir, pas pour acheter une nouvelle télé. Exactement. En favorisant les très petites entreprises, et c'est souligné dans le texte, les femmes entrepreneurs, qui sont statistiquement plus fiables sur les remboursements. Ah, intéressant. Et enfin, et c'est le point fondamental, la clé de voûte de cette sécurité repose à nouveau sur, Le numéro personnel d'identification. encore lui. Toujours lui. En liant l'identité biométrique à l'historique financier, le NPI empêche un individu de contracter de multiples prêts anonymes sur plein de plateformes différentes. Ça crée un score de crédit fiable là où il n'y en avait pas, limitant ainsi le risque de défaut systémique. Au fond, qu'est-ce que tout cela signifie? Quand on observe cette logique des modernisations, on la retrouve curieusement appliquée à des domaines régaliens, comme la justice. Oui, l'ingénierie invisible va jusque-là. Les sources parlent de l'application Justice BJ pour la transparence des dossiers, ce qui est très bien, mais elles introduisent surtout un concept philosophique assez fort, la détention moderne. La détention moderne, telle que c'est décrit dans le programme, ça marque une vraie rupture avec la vision purement punitive de la prison. Historiquement, les prisons, c'est des centres de coûts passifs pour l'État. On enferme et on paye. C'est ça. Mais le projet propose de les transformer en économie pénitentiaire productive. On parle de créer des fermes pénitentiaires agricoles, des ateliers de production artisanale et même des unités de formation. Donc la sanction pénale devient un temps de reconstruction par le travail encadré? Oui, ce qui vise à la fois à réduire les coûts pour l'administration pénitentiaire et à préparer activement la réinsertion économique des détenus quand ils sortent. Et pour éviter que cette immense machinerie d'État, parce que bon, de la justice numérique au crédit en 48 heures en passant par les hôpitaux, c'est un mastodonte, pour éviter que tout ça ne tourne à vide ou se déconnecte des réalités du terrain, le texte propose une innovation de gouvernance, ce qu'ils appellent les dialogues citoyens itinérants de redevabilité publique. Ça a long nom. Ouais. Comment ça fonctionne selon le texte? C'est une tentative d'institutionnaliser la reddition de comptes. Le programme prévoit que les membres du gouvernement se déplacent physiquement et périodiquement dans les différentes régions à la rencontre des élus locaux, des chefs traditionnels et de la société civile. Ils vont sur le terrain, quoi. C'est ça. L'objectif, c'est de créer une boucle de rétroaction. L'État vient rendre compte des résultats obtenus, expliquer s'il y a d'éventuels retards sur les projets et écouter les doléances. C'est un mécanisme qui est vraiment conçu pour obliger le sommet de l'État à confronter sa planification théorique et très belle sur le papier aux réalités vécues par les communautés. Si l'on devait synthétiser cette plongée très dense dans Plus loin ensemble, il me semble que l'architecture globale de ce document repose sur un effort titanesque de formalisation. C'est exactement le cœur du réacteur, ouais.
Ce que ce document tente de faire, c'est de jeter un pont d'ingénierie sociale entre la macroéconomie souveraine de l'État et la micro-réalité quotidienne du citoyen. Ouais. Le fil conducteur, c'est de prendre des populations qui sont traditionnellement invisibles ou vulnérables, l'agriculteur soumis à la météo, l'artisan limité par ses outils, le patient de la médecine traditionnelle. Et de les intégrer de force dans un système structuré, mesurable par la donnée et protégé. Exactement. C'est le passage d'une économie de la débrouille informelle à une économie de la prévisibilité. Et ce qui est intellectuellement captivant pour quiconque s'intéresse au développement, parmi ceux qui nous écoutent, c'est le modèle hybride qui est proposé. On a d'un côté un filet de sécurité qui s'inspire clairement des idéaux de l'État-providence, tu sais, assurance santé universelle, système de retraite pour les ruraux, gratuité scolaire ciblée. Oui, tout le volet social. Mais de l'autre côté, c'est entièrement financé et propulsé par des mécanismes ultralibéraux, technologiques et vraiment axés sur l'initiative privée, comme les zones industrielles franches et les algorithmes de crédit en ligne. C'est un syncrétisme économique qui est très contemporain. Le document acte implicitement que la croissance macroéconomique seule, tu sais, la théorie du ruissellement, elle a atteint ses limites. Qu'elle suffit plus. C'est ça. Pour franchir le dernier kilomètre du développement, il faut une ingénierie de précision. Et cette ingénierie, elle est rendue possible aujourd'hui par la conjonction des bases de données unifiées et de l'identité biométrique. Nous avons donc vu cette mécanique d'horlogerie qui est hyper impressionnante sur le papier. Chaque engrenage dépend de l'autre. La santé soutient l'éducation, qui forme pour l'innovation, qui génère la richesse pour financer la protection sociale. Le tout coordonné par des serveurs et des identifiants numériques. Une belle machine. Mais pour clore cette exploration, il y a une réflexion un peu vertigineuse qui s'impose. Que se passe-t-il pour un écosystème national aussi rigidement planifié, aussi profondément numérisé et interconnecté, lorsqu'il est percuté par un choc mondial totalement imprévisible? Ah oui, le fameux signe noir. Exactement. Qu'il s'agisse d'une nouvelle crise sanitaire, d'une rupture brutale des chaînes d'approvisionnement technologique, ou d'un choc climatique majeur, cette planification extrême, en voulant tout lier et tout centraliser par la donnée, est-ce qu'elle crée une résilience absolue, capable d'amortir les crises futures, ou au contraire, est-ce qu'elle engendre une dangereuse fragilité systémique où la panne d'un seul engrenage pourrait faire dérailler l'intégralité de la machine sociale? Et la grande inconnue des systèmes hyper intégrés. C'est une question cruciale sur la nature même du développement moderne, et honnêtement, elle mérite d'être méditée bien au-delà des pages de ce document.